pour poursuivre la réflexion et notre travail collectif, de prendre un moment du coup qui est à l'extrême opposé. C'est-à-dire qu'on a vu le paysage d'ensemble, la multiplicité des acteurs, le nombre important de startups naissantes ou en cours de développement. On vous propose de partager maintenant un moment un peu différent qui consiste à écouter 3 startups qui rentrent dans la catégorie des scale-up ou qui sont dans les différents ensembles de Next 120, Next 40, pour nous faire chacune d'entre elles un petit regard rétrospectif sur le chemin qu'elles ont parcouru, sur les difficultés qu'elles ont rencontrées, sur les choix qu'elles ont pu faire, voilà, avec un regard qui, pour le coup, est volontairement centré sur des expériences particulières et individuelles. Et je propose du coup de commencer par BioSerenity. Je crois voir Pierre-Yves Frouin en haut de l'escalier. Je propose de me rejoindre et ensuite on écoutera Okin et puis on finira par Lifen qui n'est pas là physiquement mais qui a enregistré une vidéo. Et Pierre-Yves, je te... Parfait. Merci. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Donc, je suis Pierre-Yves Frouin, je suis le fondateur de BioSerenity, une start-up de dispositifs médicaux qui a démarré à Paris au sein de la PHP, puisqu'on a démarré à l'intérieur de la Pitié-Salpêtrière dans l'Institut du cerveau et de la moelle épinière en 2014. Rapidement, pour vous donner une idée de mon profil, moi je suis ingénieur en système embarqué et en informatique. Je suis également diplômé de l'INSEAD, le MBA de l'INSEAD, et j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie médicale, l'industrie pharma et celle des dispositifs médicaux, à peu près un tiers en Asie, un tiers en Europe et un tiers aux États-Unis. Alors je viens de vous parler de BioSerenity et de cette aventure entrepreneuriale. La première chose, c'est que je vais commencer par l'idée. On me demande parfois d'où est venue cette idée. Et beaucoup d'entreprises sont nées d'expériences personnelles. Ce n'est pas notre cas. L'idée de départ est venue d'une observation des tendances de marché, et notamment dans le monde médical, l'observation qu'on allait progressivement avoir des outils de diagnostic qui allaient se miniaturiser et se déplacer au niveau du patient, plutôt que d'avoir le patient qui se déplace au niveau de la salle équipée pour ce diagnostic. Donc, ce principe-là, le principe du diagnostic point of care, c'était l'observation de départ. Basé sur cette observation-là, on s'est dit il va se créer un nouveau marché. Et étant ingénieur et non médecin, je me suis dit quel est le domaine sur lequel on pourrait potentiellement apporter une solution qui soit intéressante. J'avais plusieurs idées, une idée en cardiologie, une idée dans SIDS, la mort subite du nourrisson. Et j'ai proposé cette idée à plusieurs médecins. Je suis allé discuter avec plusieurs médecins et je me rappelle notamment d'une conversation avec une neuropédiatre de Robert Debré qui m'a dit l'idée dans la mort subite du nourrisson n'est pas une idée où il y a certainement un marché, il y a de l'inquiétude des parents, il y a peut-être commercialement quelque chose d'intéressant à faire, mais d'un point de vue médical, ça ne nous intéresse pas. Alors, en tout cas, ça ne l'intéressait pas. Par contre, nous, on a un besoin en neurologie. On a un besoin en neurologie parce qu'il y a une pénurie de médecins qui sont capables de relire des EEG au niveau mondial, parce que la contrainte de devoir déplacer les patients au niveau de ces salles d'enregistrement de EEG est une contrainte importante. Et pour des questions de coût aussi, on a tendance à faire des enregistrements plutôt standards, d'une heure, alors que parfois on aimerait les enregistrer beaucoup plus longtemps. Alors bien sûr, il y a des endroits qui sont très bien équipés qui permettent de faire des enregistrements plus longs, mais ce n'était pas forcément la règle. Voilà, donc on est parti sur cette idée de la neurologie. Pour creuser un peu le sujet, on a regardé la taille de marché. Et là, c'est important, on est une start-up, on a besoin d'être financé, on a besoin d'être crédible vis-à-vis des capitaux risqueurs, des VC, qui vont mettre de l'argent. Donc le marché, petite règle de base, mais pour vous donner une idée, l'idée a beau être très bonne, si la taille de marché potentielle est de moins d'1 milliard d'euros, il n'y a quasiment pas de capitaux risqueurs de grande taille qui iront investir. 1 milliard d'euros, c'est la base.
Ils savent que de toute façon, vous n'allez pas capturer la totalité du marché, que vous allez en capturer une fraction, mais il faut donc que le marché soit conséquent pour que l'entreprise ait la place de se développer. Le deuxième élément, c'est est-ce que la solution va être attractive? Alors bien sûr, besoin médical, ça c'est sûr, c'est l'essentiel. L'autre élément, c'était dans notre réflexion de départ, qui a été est-ce qu'on est attrayant aussi pour les acheteurs? Et j'avais passé une partie de ma carrière chez Johnson & Johnson. On sait très bien que dans le monde médical, la vente est complexe, puisqu'on sait que le médecin a beau dire oui, l'acheteur peut dire non, que selon les endroits, le médecin a plus d'influence, mais dans d'autres endroits, les financiers sont très influents. On sait aussi que les techniciens, les infirmiers et les infirmières peuvent bloquer en disant ok, moi je vois l'intérêt, mais ça me saoule au quotidien, donc je n'utiliserai pas cette solution. Et donc, il a fallu qu'on essaye de créer une solution qui plaise à tout le monde. En l'occurrence, dans le domaine des coûts de santé, on sait très bien que les coûts de santé à l'échelle macro augmentent plus vite que le PIB depuis aujourd'hui plus de 5 décennies, et qu'il y a besoin d'avoir des solutions qui non seulement répondent à un besoin médical, mais aussi permettent d'optimiser ce soin. Et donc, on s'est dit qu'on allait créer une solution qui va aider l'hôpital à rayonner en dehors de ses murs et potentiellement aider ses praticiens hospitaliers à suivre leurs patients sans qu'il y ait besoin d'une hospitalisation s'ils veulent faire un enregistrement de plusieurs journées, et donc les aider à faire cet enregistrement à domicile. Une journée d'hospitalisation sans soins particuliers, c'est entre 500 et 800 euros pour le système de santé de coût. Aux États-Unis, c'est 1 700 $. Donc si on peut économiser ça, déjà on a quelque chose qui économiquement est favorable et en plus de répondre aux besoins médicaux. En plus de ça, companion diagnostic, potentiellement intéressant pour un suivi de nouveaux traitements dans le domaine de la neurologie. Et on sait que dans le domaine de la neurologie, il y a encore énormément de choses à faire. Il y a encore énormément de choses à faire dans beaucoup de domaines, mais voilà. Et puis cette transformation de l'arrivée du numérique dans le monde de la santé. Le monde de la santé traditionnellement un peu en retard par rapport à d'autres industries sur la digitalisation, c'est le terme consacré aujourd'hui, l'arrivée d'outils numériques, et donc beaucoup de choses à faire pour améliorer notamment le suivi et le déploiement de ces soins. Je l'ai dit, on arrive à l'ICM et on est une petite équipe d'ingénieurs qui s'installe à l'intérieur de l'ICM, et on trouve là-bas écosystème, et mon premier grand merci à la PHP, j'en serai gré toute ma vie, on trouve un écosystème ultra favorable. Pourquoi? Parce qu'en étant à l'intérieur des murs, on a accès à des chercheurs de niveau international qui savent nous dire ce qui marche pas, quels sont les dispositifs sur lesquels on peut viser, comment on va qualifier les électrodes qu'on va développer pour qu'elles soient de qualité hospitalière. Et puis, on trouve des médecins et du personnel soignant qui acceptent de prendre du temps avec nous pour nous expliquer leurs contraintes au quotidien et aussi comment ils voient le soin futur. Et donc là, on a eu, si on n'avait pas eu ça, on aurait une bonne chance de faire un dispositif qui tombe à côté de la plaque. Et grâce à cet écosystème, on a quelque chose d'hyper favorable. Deuxième élément, et encore une fois, voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont, systématiquement, en tant qu'entrepreneur, même si ce n'est pas mon truc préféré, on a les levées de fonds en tête. On sait très bien que le cycle de développement d'un dispositif médical, ainsi que le cycle réglementaire, ça va être long. On ne va pas pouvoir mettre un dispositif médical sur le marché en l'espace de quelques mois. On n'est pas une entreprise qui, comme une start-up qui vient mettre une application mobile sur le marché, peut y aller très très vite et puis itérer sur cette application. L'application, le dispositif, il ne peut pas fournir un mauvais diagnostic, puis progressivement, au fur et à mesure des itérations, arriver au bon résultat. Donc on a besoin de confirmer aux investisseurs que oui, ils vont faire un pari long, oui, ils vont faire un pari risqué, mais qu'on a tout ce qu'il faut pour le réussir. Et là, on a eu aussi des médecins qui ont accepté de nous aider à pitcher devant des jurys de subventions et devant des investisseurs, et qui ont accepté aussi de décrocher leur téléphone et de dire à l'investisseur « Oui, là, il y a un truc vraiment intéressant. Oui, demain, si cette solution elle est sur le marché, nous, on souhaite l'adopter et l'utiliser pour nos patients. » Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été hyper intéressant. D'un point de vue macro, l'entrepreneur aussi a besoin d'avoir beaucoup de chance. Et je le dois dire, d'un point de vue financement du marché français, on a eu aussi beaucoup de chance parce qu'on a démarré en 2014. 2008, crise financière. 2014, c'est suffisamment loin derrière nous pour qu'il y ait un optimisme assez important. Et puis la France crée BPI France qui va
servir non seulement de financeur des startups, mais aussi de fonds et abonder, chaque fois qu'il y a un capital risque qui se met en place, abonder les fonds qui viennent parfois de grandes fortunes, d'entreprises, d'assurances, de banques. Et ça veut dire qu'on a tout d'un coup du capital risque qui est disponible pour l'amorçage, pour des startups qui sont jeunes, et on va trouver, nous, assez facilement, puisque sur notre premier tour de table, on a mis moins de 9 mois pour lever les 3 millions nécessaires au démarrage de l'entreprise. Au moment de la première solution qu'on met sur le marché, on se rend compte qu'il va aussi falloir trouver le bon modèle d'affaires. Et on a essayé de frapper aux portes, et on s'est rendu compte que les acheteurs hospitaliers étaient relativement réticents à acheter des solutions de petites entreprises. Pourquoi ? Parce que vous achetez une solution d'une petite entreprise, vous n'êtes pas tout à fait sûr que l'entreprise soit encore là dans 2 ans, que du coup le contrat de maintenance qui avait été prévu soit encore là, que l'entreprise ait les fonds pour remplacer les dispositifs, etc. Et on finit par trouver une équipe, un acheteur hospitalier, qui accepte de mettre un marché d'essai pour démarrer. Et sur ce marché d'essai, les critères sont assez stricts. Vous allez faire de l'EEG, vous allez faire de l'EEG au sein de la PHP, mais ça va être uniquement les nuits et les week-ends. Parce que là, on a un besoin qui n'est pas complètement rempli. On a des médecins qui nous disent qu'ils ont besoin de nouvelles solutions en dehors de ces horaires classiques. Et donc, vous allez démarrer là-dessus. Le plus dur. J'étais en train d'avoir j'ai 4 enfants, c'était la naissance de mon premier, et en fait, pour être honnête, j'étais sur le support de nos dispositifs la nuit quand ils se réveillaient, en même temps que je marchais, je donnais le biberon, on était en train de regarder qu'est-ce qui se passe, parce qu'on était tout le temps dans des horaires décalés. Très très dur pour les équipes, très dur pour le démarrage, mais ça nous a permis d'avoir le pied à l'étrier et de pouvoir dire aux investisseurs, regardez, on travaille maintenant avec, dans ce marché d'essai, 7 hôpitaux au sein de la PHP, et ça nous a permis aussi de commencer à être crédible et à roder la solution. Voilà. Arrive l'internationalisation. Aujourd'hui, BioSerenity, c'est 70% du chiffre d'affaires aux États-Unis et 30% du chiffre d'affaires en France. On n'est présent que dans 2 pays. Vous savez comme moi qu'on a beau avoir un marquage CE qui nous permet d'aller dans toute l'Europe, chaque pays européen a un système de soins très différent. Et de notre côté, plutôt que de s'étendre sur l'Europe continentale, on a choisi de partir aux États-Unis. Retour d'expérience sur le marché américain. Le marché américain est intéressant parce qu'on peut lever énormément d'argent et d'une manière générale, les remboursements sont plutôt meilleurs qu'en France. Par contre, système de santé hyper complexe et honnêtement, je dois dire que là je viens de passer, mais ces 5 dernières années j'étais aux États-Unis, je viens juste de rentrer en France, je suis allé déployer cette activité. Je dois dire que je rentre en étant d'autant plus fier de mon pays et de l'écosystème médical qu'on a développé, puisque cette complexité, elle freine tout, elle ouvre la porte aussi à des gens qui font un peu n'importe quoi. Et je vais vous donner quelques exemples. Mais aujourd'hui, quand on a une solution sur le marché français et qu'elle est remboursée, elle est remboursée pour la totalité de la population française. Aux États-Unis, il va falloir, si vous décidez non pas de vendre à un hôpital qui lui-même va s'occuper d'aller signer un contrat avec un assureur, si vous décidez d'aller travailler directement avec les assureurs, il va falloir négocier un contrat pour tous les assureurs, sachant que United Healthcare peut vous donner un contrat national, mais que Blue Cross Blue Shield, l'autre, le numéro 1 de l'assurance aux États-Unis, va, lui, vous demander de négocier État par État. Donc vous imaginez bien la complexité, c'est des années de négociations avec les assureurs pour avoir une solution qui va être remboursée. Et le médecin prescripteur, en attendant, il va dire écoutez, moi je vous enverrai bien une prescription pour que vous me fassiez un EEG de mes patients. Mais sauf que, à l'état actuel de vos relations contractuelles avec les assureurs, seuls 20% de mes patients vont être remboursés, les autres, ça va être pour leur poche. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de vous envoyer mes patients et de travailler avec vous. Complexité énorme de déploiement médical, fragmentation du marché, et puis ça veut dire autant on a tendance à s'auto-flageller de temps en temps sur le sujet de l'interconnexion entre les systèmes hospitaliers, et je peux vous dire que c'est pire aux États-Unis. Donc là, retour d'expérience très positif sur la France. À l'heure actuelle, alors je vais vous donner juste quelques paramètres. BioSerenity, une société donc, qui a bien grandi. On est ce qu'on appelle maintenant une scale-up.
s'il n'y a pas de paramètre précis de ce que ça veut dire sur une scale-up, si ce n'est qu'on fait voilà, on fait un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 45 millions d'euros annuels. Donc, bon, bien sûr, à l'échelle de la PHP, ça reste pas énorme, mais on a bien grandi et on continue avec une croissance très importante d'année en année. Le dernier élément et le dernier défi, pour nous, ça va être de devenir une vraie société pérenne et qui a prouvé qu'elle est capable non seulement de vivre cette phase de croissance, mais derrière d'arriver dans un monde où on a beaucoup de récurrence, beaucoup de satisfaction, passion, etc. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui viennent de la PHP. Vous nous avez beaucoup aidés. On continue à beaucoup aimer travailler avec vous. Et pardon, je termine juste sur ce mot. J'ai parlé de l'exemple de la neurologie. Aujourd'hui, on est en train de découvrir, grâce aux praticiens, des nouveaux cas d'usage pour cet EEG. Le EEG, aujourd'hui, il est fait bien sûr pour les patients épileptiques. Il est fait aussi pour les morts cérébrales en EEG d'urgence, pour que ces patients qui sont en état de mort cérébrale puissent il puisse y avoir un don d'organes qui se fait rapidement et dans un délai très court. Il y a des cas d'usage de EEG pédiatrique qui sont en train de se développer. Il y a du monitoring dans les salles d'opération, en réa. Et donc, on est en train de découvrir plein de nouveaux cas d'usage. Et cette plateforme techno qu'on a développée, nous, on est en train de la déployer dans d'autres domaines, dans les troubles du sommeil, dans la cardiologie, et puis demain, dans le suivi des grossesses à risque, dans l'urologie, et même dans un nouveau domaine sur lequel on est en train de travailler, pour lequel on a 5 essais cliniques en cours, qui est la psychiatrie quantifiée, l'idée d'aller mettre des biomarqueurs sur la psychiatrie, quelque chose qui est relativement nouveau. Voilà, merci. Merci beaucoup Pierre-Yves, et puis merci pour l'évocation des différents systèmes avec leurs forces et leurs faiblesses. On va dire ça comme ça. Et on poursuit ce petit voyage à 3 étapes avec Mathieu Gattier chez Hawkin, et puis on finira par Franck Lewey en vidéo. Et Philippe, vous êtes ici chez vous. non, mais venez, c'est le moment que jamais. C'est parfait. Voilà. Et Mathieu, je vous donne la parole. Bonjour à tous et merci pour votre accueil. Donc, moi, je vais vous parler d'Hawkin. Et en fait, Hawkin, c'est un pari. Il faut bien le comprendre. C'est un pari sur la question, est-ce que l'intelligence artificielle en santé, c'est du buzz ou pas? C'est un pari, évidemment, que ça ne l'est pas, sinon on ne serait pas là. Et alors, je vais parler d'une partie de l'intelligence artificielle qui est assez précise. Alors, je reviens sur l'espèce de super diagramme qu'il y avait avec toutes les étapes. Nous, on est vraiment hyper précis dans ça. On ne fait pas de la digitalisation, on ne fait pas du parcours patient, etc. Nous, ce qu'on va vraiment chercher au fond, c'est voir si cette nouvelle méthode de machine learning, donc de mathématiques appliquées, qui va permettre d'apprendre de la connaissance sur un certain type de données et de le transformer en extrapolation, généralisation sur d'autres données, est-ce que ça nous amène quelque part, qui apporte de la valeur au système de santé en général et aux patients. Donc ça, c'est ce qu'est Hawkin. Hawkin est une entreprise qui a été fondée donc, il y a 6 ans par un médecin hématologue et un chercheur en machine learning de l'ENS. Et donc c'est une société qui est principalement en France, mais avec des bureaux à New York, à Londres maintenant. Donc on est à un niveau international maintenant. Et quand on commence, en fait, on est un labo de recherche. Très clairement, donc moi j'étais un collègue de Gilles, le côté scientifique machine learning qui a commencé ça. Donc on est arrivé au début, on était un groupe de chercheurs, et qu'est-ce qu'on a été? On était en train d'essayer d'appliquer nos méthodes de machine learning à la santé, et on faisait des collaborations. Certaines collaborations avec des hôpitaux, on était là pour la science, pour publier, on a fait plein de publis hyper intéressantes, et certaines collaborations avec des pharma, on était là pour survivre, pour faire de l'argent, et donc on essayait de faire différentes découvertes. Alors on a commencé un peu dans tous les sens à faire ces collaborations-là. Très vite, on a eu un problème. On a eu un problème assez intéressant, c'est que j'imagine qu'à l'AP, vous êtes habitués à ça. Vous avez des super start-upers qui arrivent avec plein d'idées, ils sont jeunes, ils sont sympas, ils veulent collaborer, tout le monde est content, et puis se pose la question, ouais, on va faire une collaboration, maintenant il faut signer quelque chose et transférer les données. Et alors là, apocalypse, ça marche pas. C'est quelque chose de très difficile, la collaboration sur les données.
Donc en fait, là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un problème structurel. Travailler en machine learning, ça veut dire accéder à des données, les manipuler, faire plein de choses. Et donc, il fallait trouver des solutions. Donc on a développé une solution, il y en a plein, et il y en a d'autres qui se développent en ce moment. Mais nous, on a mis tout notre investissement sur une technologie qui s'appelle l'apprentissage fédéré. L'apprentissage fédéré, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à dire, au lieu de récupérer mes données sur mon serveur, on ne va pas se présenter comme Facebook en pompant toutes les données de partout. On va dire, les données, elles restent sur site, elles restent soit dans le cloud de l'hôpital s'il a un cloud, ou soit même sur ses ordinateurs derrière les murs. Et nous, au lieu de les rapatrier, on va envoyer nos algorithmes et nos modèles là-bas qui vont s'exécuter. Et même quand on a plusieurs hôpitaux, on va faire une espèce d'orchestration du voyage de ces modèles à travers différents hôpitaux. Et donc cette méthode-là, elle est respectueuse de la privacy côté RGPD. On a beaucoup de traçabilité dans le système lui-même, mais elle est aussi, et je pense que c'est l'élément le plus important, elle est respectueuse de la gouvernance des données. Les données de santé, on parle souvent de privacy, on parle souvent de plein de sujets. Ce qu'il faut respecter, mon retour d'expérience, c'est la gouvernance. Je reviendrai un petit peu après. Donc voilà, on est au KIN, début, on est plein de jeunes super motivés, on se rend compte d'un problème, on essaie de le résoudre avec une solution technologique, élément intéressant, très start-upper entre guillemets, et donc on se développe comme ça dans un premier temps. On a la chance d'avoir 2 fondateurs qui sont très bons pour parler aux investisseurs. Je pense que Pierre va parler de ses expériences, et je pense que c'est vraiment un travail énorme de faire ça. Ça demande beaucoup d'efforts, de compréhension de comment aligner les planètes quelque part. Et en fait, Gilles et Thomas, ils sont capables de lever beaucoup d'argent. Donc Okin a levé énormément d'argent. Et qu'est-ce que voient les investisseurs dans Okin? Ils voient vraiment cette idée, le machine learning poussé à son paroxysme, on prend les meilleurs, on donne tout là-dedans. Est-ce que ça va changer quelque chose? Et donc oui, ils parient que oui, beaucoup d'investissements, beaucoup de paris, on est parti. Donc on avance, on fait tous nos systèmes, ça fait 6 ans, on fait 2-3 ans dans ce mode-là, et là maintenant il faut qu'on relève de l'argent, c'est un peu la logique de la croissance de ces entreprises très capitalisées, et donc en fait qu'est-ce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, comment est-ce qu'on fait pour créer une bonne valeur de l'entreprise, créer un appât très important. Et là c'est un moment pivot de la stratégie d'Okin, dans laquelle on se dit, en fait, on parie que l'intelligence artificielle qu'on fabrique, au lieu de faire des petits papiers à gauche à droite ou des gros papiers ou faire de la recherche sur tel sujet ou quoi que ce soit, on va prendre le sujet le plus dur, on va trouver des médicaments. Alors, trouver des médicaments, c'est quand même compliqué, il y a plein d'étapes. Il y a une étape d'identification de ce qu'on appelle target discovery, où identifier quels sont les gènes, les réseaux de gènes qui ont besoin d'être stimulés par nos médicaments pour répondre à une maladie. Donc ça veut dire du travail sur des données patients massivement. Et une fois qu'on a trouvé cette target, quel est le médicament, le composé chimique qui va venir s'accrocher à ça, ou l'anticorps qui va se faire. Donc c'est un monde très compliqué qui est habituellement attaqué par les pharma ou les biotech. Et donc voilà, nous on se dit c'est ça qu'on veut faire, c'est la manière la meilleure qu'on va pouvoir qu'on aura pour arriver à avoir un impact global sur le patient pour sauver des gens in fine, si on aide à trouver des nouveaux médicaments. Donc voilà, on prend ce virage biotech. Maintenant Okin se voit comme une biotech. Alors ça c'est ce qu'on dit. Et maintenant il faut qu'on le fasse. On est en train de le faire, ça prend du temps, il y a des étapes. On est bien financé pour faire ça, on a les bonnes équipes, les bons partenariats, etc. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et alors, qu'est-ce qu'on dit de cette technologie de federated learning qu'on a mis en place jusqu'à présent? Comment est-ce que ça résiste à cette nouvelle orientation? Donc là, on prend un changement un peu différent. Au lieu d'être concentré sur la technologie, en train de dire c'est le software qui vaut tout, et c'est d'ailleurs mon équipe qui faisait ça avant, on change un peu de pied et on dit, OK, notre objectif, ce n'est pas que la technologie. Notre objectif, c'est la santé. Et pour faire cette découverte de médicaments, pour aider à la santé, on s'en fout de la technologie. Ce qu'on veut, c'est les données. La technologie, elle permet d'accéder aux données. Et donc, on se concentre sur les données. Et aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est des réseaux de données. Donc, on choisit un sujet, cancer du sein, par exemple, ou cancer de la vessie. On se dit, là, on va aller racler toutes les données de la planète. On fait des gros consortiums, on rassemble toutes ces données-là, avec notre technologie qui est derrière. Mais ce qui nous intéresse, c'est plus la technologie, c'est la donnée. Et la technologie, elle suit l'intérêt de la donnée. Et donc, on crée ce qu'on appelle, vous allez voir la beauté du mot, notre data platform. On est d'accord, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais en tout cas, l'idée fondamentale, c'est de créer ce jeu de données-là
pour nourrir notre stratégie. Et donc voilà, c'est qui on est aujourd'hui. On est passé d'une boîte il y a 6 ans où il y avait 2 fondateurs, et maintenant on est 250 et on grossit assez vite et avec vraiment cette ambition un peu démesurée, un peu hallucinante de faire ça. Et donc j'insiste, Hawkin, c'est un pari. Hawkin, c'est vraiment une expérience. Est-ce que l'intelligence artificielle va amener à quelque chose? Et ça se trouve, on va se planter. Mais on va se planter en beauté, en ayant vraiment essayé. Et c'est ça qui est important. Bon, notre approche, elle est focus. On se met sur un truc, on fait quelque chose. Il y a plein d'autres startups qui font d'autres choses. Il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. C'est hyper important d'avoir une diversité. Moi, je suis ravi qu'il y ait plein de gens qui fassent des aspects différents. Et ça m'amène à une des difficultés qu'on a eues à Hawkin. Maintenant, au niveau des difficultés, la principale, et ça je pense que toutes les startups le visent, mais c'était encore plus pour nous, je pense que vous êtes bons sur ça, c'est le focus. Alors vous imaginez, vous mettez plein de jeunes thésards ou docteurs, plein de jeunes qui sortent d'école, excitation complète, on joue au baby-foot, on fait des trucs super, et on a plein d'argent, on est bien payé, et maintenant il faut qu'on fasse un truc cool. Alors vous imaginez l'entropie qui sort de ça, le nombre de projets à gauche, à droite qui vont de partout et tout ça. Et donc, en gros, et en plus, on a commencé comme un labo de recherche. Donc, il a fallu un peu arriver à construire notre narrative, savoir qui on est, comment les choses sont faites. Et ça a été vraiment un élément qui a été très difficile de cette question de comment on se focus. Donc là, on est en train de travailler encore dessus. C'est jamais gagné, c'est jamais fini. Mais Hawkin, si vous venez pour nous parler d'un nouveau projet, vous verrez des grands sourires et on se battra en interne pour essayer de se dire est-ce qu'il est vraiment aligné, etc. Et voilà, c'est un peu ce qu'on vit au jour le jour. Notre difficulté, c'est le focus. Et on est meilleur, mais on part de loin. La deuxième difficulté ou expérience qu'on a vécue, c'est qu'on a fait un pari avec ce Federated Learning. On s'est dit cette technologie, ça résout le problème de tout le monde. Et en fait, moi j'y crois, on y croit à 10 ans. Et le problème, c'est qu'on est arrivé avec une technologie et une réponse technologique à un problème qui est en fait sur lequel le marché n'est pas prêt. Donc on a poussé notre truc, on était trop bien, et alors plein de gens sont intéressés, j'en ai fait plein des comptes sur le Federated Learning, sur la privacy, sur tout ça, mais très concrètement, l'écosystème n'est pas encore prêt. Donc une des difficultés, c'est comment est-ce qu'on arrive à utiliser cette technologie pour nous faire avancer. Sur le côté marketing, tout le monde aime bien parler de ça, on est d'accord, mais concrètement, on n'y est pas complètement encore. Mais on est quand même convaincu que c'est le futur, que l'intelligence artificielle et la donnée, ce ne sera pas centralisé. J'y reviens un petit peu après. Bon, là j'ai parlé d'Hawkin. Qu'en est-il des acteurs publics et comment est-ce qu'on travaille avec les acteurs publics? Donc il y a un truc qui est hyper important à comprendre, c'est sans les acteurs publics français notamment, mais aussi européens, mondiaux, Hawkin ne serait rien. Sans les données, l'intelligence artificielle, ça ne fait rien. On n'est pas capable d'inventer quelque chose avec rien du tout. Donc on a besoin de données, on a besoin de gens qui collectent de la donnée, on a besoin de comprendre pourquoi elles sont collectées. Et donc ces partenariats, ils sont essentiels au fonctionnement d'Hawkin, mais de n'importe quelle boîte d'intelligence artificielle. Et donc on a développé une stratégie partenariat assez ambitieuse et dans laquelle on a fait beaucoup de partenariats avec la PHP, avec beaucoup d'autres hôpitaux en France, on s'est beaucoup développé en France, et maintenant on est à des implantations au UK, en Espagne, en Allemagne et aussi beaucoup aux États-Unis. Et donc en fait, ces partenariats, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Un partenariat, c'est joli sur le papier, le mot partenariat, il fait joli, mais il y a des difficultés dedans. On a des logiques différentes. Les médecins, ils sont là pour soigner, pour faire de la recherche. Nous, on est là pour faire de la recherche, trouver des médicaments, mais aussi faire de l'argent. Et ça crée des questions qui sont compliquées. On va pas le cacher. Donc ces partenariats, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre des gens qui ne sont pas très alignés et créer de la confiance, créer des groupes de travail, publier des papiers ensemble, montrer de la valeur. Et ça, c'est ce sur quoi on est devenu bon, et on s'est cassé la gueule à plein de reprises, et c'était pas facile, et je vais pas vous dire qu'on a la solution idéale, c'est à chaque fois quelque chose de renouvelé, retisser une relation de confiance, et ça c'est vraiment une des choses les plus importantes. Donc merci à la sphère publique, merci à l'AP d'avoir entre guillemets eu la patience de tolérer des start-upers avec plein d'idées et de rentrer dans une forme de construction de confiance. Bon, évidemment, du côté acteur public, on est obligé de parler de la régulation. Ça a été mentionné. C'est un aspect que moi, je trouve positif. Ça nous met des contraintes. Il y avait ce shift à l'heure, 96% des start-upers disent que la régulation ne va pas dans leur sens.
obviously, c'est normal, c'est le but de la régulation d'empêcher qu'on vende de la merde, entre guillemets. Donc j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a la régulation, heureusement qu'il y a le RGPD, et nous, ça nous définit nos règles du jeu. Et c'est bien d'avoir des règles du jeu. Je veux dire, la contrainte crée aussi les opportunités. Donc oui, c'est bien qu'il y ait ça, on rentre dedans. Au début, on n'y connaît rien, parce qu'on n'a que des belles idées en tête, mais on découvre, on apprend, et on respecte, et on fait les choses. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment voir positivement l'émergence de toute une sphère régulatrice sur différents aspects, et qui est importante, et qui a le mérite en Europe d'être lisible. Je reviens sur ce que tu dis aux États-Unis, ça a l'air simple a priori, on dit que l'argent est roi, mais ça devient hyper compliqué en pratique. En Europe, ça a le mérite d'être simple. C'est pignon sur rue, on sait ce qu'il faut faire, et après, il faut juste le faire. Je vais parler d'un dernier élément de la sphère publique, c'est l'inconnu collectif qui est, du point de vue de la santé, le HDH, le Health Data Hub. Alors, qu'est-ce que ça va devenir ce Health Data Hub? On en a pas grande idée. On sait qu'il y a une vraie volonté de centraliser des données, une démarche hyper intéressante. Au moins, l'État s'y intéresse. Au moins, on sait bien. On est pionnier sur cette question-là en France. Mais quel va être notre impact sur nous? C'est difficile de savoir. C'est encore dans une phase de maturité qui est jeune. Mais moi, je suis plutôt intéressé et je suis content qu'il y ait cette démarche-là. Mais ça m'amène à une question, la question centralisation du HDH. Et si jamais je devais faire une recommandation, un retour d'expérience, ou qu'est-ce que j'aimerais bien que la sphère publique prenne en compte, ou que tout le monde se dise, OK, c'est un sujet intéressant, c'est celui de la centralisation par opposition à la décentralisation. Aujourd'hui, je pense qu'on a une vision, surtout en France, hyper centralisée, dans laquelle on passe des lois qui disent les données, il faut qu'elles aillent à cet endroit-là, etc., mais dans lequel on ne respecte pas la nature décentralisée des données de santé. Elles sont produites par des hôpitaux qui sont répartis sur tout le territoire. On est sur une question mondiale avec tous les autres pays qui génèrent des données. On a une régulation qui nous dit les données, ultimement, elles sont hyper décentralisées, puisque le RGPD nous dit que c'est des données, elles sont aux patients, elles ne sont pas à quelqu'un d'intermédiaire. Et on est sur une dimension dans laquelle, il faut bien le voir, c'est pas facile de faire la collaboration et de tout rassembler, parce que les gens, il y a une notion de gouvernance des données. Et peut-être qu'elle est légale, peut-être qu'elle est perçue. Toujours est-il que c'est absurde de dire on va rassembler toutes les données à un endroit, parce qu'il y a des gens qui la collectent, qui dépensent de l'énergie, et ils ont envie, et légitimement, leur mot à dire sur comment on va s'en servir. Donc moi, le message que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut comprendre et respecter ce niveau de décentralisation. Il faut arriver à jouer avec, et il ne faut pas se leurrer dans une approche centralisatrice, tout est à un endroit. Et il faut plutôt essayer de créer des groupes d'autonomie, de collaboration, des équipes qui arrivent à travailler ensemble, un peu comme on fait dans les startups, où on crée de l'autonomie sur ce qu'on appelle des squads, qui vont travailler, avancer, et qui partent petits, par exemple à l'ICM, qui font une collaboration avec une startup, et boum, ça devient un truc super après. Et ça, il y en a plein des startups, et c'est plutôt cette idée-là qu'il faut promouvoir. Et donc, sortons de cet absolutisme centralisateur et adaptons-nous à la manière dont sont vraiment générées les données. On a besoin des médecins qui génèrent les données pour savoir c'est quoi ces données-là. Et on ne pourra pas le faire sans eux. Et voilà, je vais finir sur ça. Merci à tous. J'en profite pour inviter tous ceux qui sont dans le couloir, qui patientent avec une sérénité. Et puis, donc, dernier témoignage, alors celui-là en vidéo, et donc c'est Franck Loé de chez l'IFUN, puisque l'IFUN fait son off-site annuel ces 2 jours. Et c'était donc 2 jours sacrés. Donc, on fait une version vidéo, et puis ensuite, on passera à la suite du programme. Et si vous avez quelques questions après la vidéo pour nos 2 intervenants, que je remercie encore, de leur énergie et de leur style différent, mais complémentaires. Je retiendrai la notion de se planter en beauté, que je trouve intéressante, au kinesque à souhait. Voilà, une vidéo de Franck, et puis ensuite on continue. Bonjour à tous, l'IFUN est une société de e-santé que j'ai cofondée en 2015. Aujourd'hui, on est présent dans 700 établissements en France. On essaye de faciliter la diffusion d'innovation en e-santé en créant une plateforme qui va permettre en fait, de créer une surcouche logicielle au-dessus en fait, de tous les SI hospitaliers pour que très facilement une application, par exemple de télésurveillance ou de e-santé, quelle qu'elle soit, en fait, elle puisse s'intégrer une seule fois dans les API l'IFUN et après déployer partout versus avoir des centaines de projets distincts d'intégration et de déploiement qui sont extrêmement chronophages, extrêmement compliqués. Donc voilà, notre but c'est vraiment de simplifier l'équation pour distribuer l'innovation plus largement.
quand on a commencé, on a choisi de s'attaquer à un problème beaucoup plus simple, qui est faciliter la digitalisation et l'échange des comptes rendus médicaux entre l'ensemble des acteurs de l'écosystème, donc l'hôpital, le médecin spécialiste, le généraliste, le patient également. Et du coup, pourquoi ça? Parce qu'en fait, c'était un problème qui n'était pas vraiment résolu. Pour arriver à faire quelque chose de bien, il faut choisir sa bataille, on ne peut pas tout faire. Et du coup, voilà, on a choisi ce cas d'usage qui était apparemment très simple, on a essayé de le faire le mieux qu'on pouvait. Et du coup, c'est ça qui nous a permis de rentrer sur le marché et du coup de distribuer ça à des centaines d'hôpitaux et d'être dans la situation aujourd'hui où on est, où on peut en fait, de manière crédible, distribuer plein d'autres applications sur le marché. Alors les grandes difficultés, je dirais qu'elles sont nombreuses. La première, c'est pour quelqu'un comme moi qui ne vient pas du secteur, c'était de comprendre le secteur, parce que c'est un secteur qui a une complexité assez inouïe. Deux, c'est, je dirais, arriver à convaincre les premiers clients qui ne nous attendent pas sans rien faire, qui sont tous occupés, qui sont sous-staffés en général, qui ont beaucoup d'opérationnels à gérer. Et donc c'est compliqué quand on est un innovateur d'aller trouver ses premiers clients pour les convaincre. Trois, c'est tout ce qui est évidemment marché public, qui est toujours compliqué pour les startups, notamment les centrales d'achat qui sont censées faciliter les choses, mais qui ne sont pas si faciles que ça quand on débute, etc., qu'on n'a pas forcément montré ses preuves. 4, après, il y a évidemment les problèmes de scalabilité. C'est en gros, une fois qu'on a démontré dans 1, 2, 3 hôpitaux, arriver à le faire dans 100 hôpitaux, c'est une autre histoire, parce qu'en fait, on découvre que chaque hôpital est un peu unique dans sa configuration, dans son parc informatique, dans ses usages, etc. Et que du coup, en fait, arriver à faire ça à l'échelle, c'est une complexité qui est extrême, qui sont assez communes à l'ensemble de l'écosystème. Quelque chose qui a bien marché pour nous, c'était de choisir un cas d'usage et essayer de le faire très bien. Et en fait, c'est-à-dire en fait d'essayer de convaincre des clients et de faire une expérience qui soit tellement super pour eux qu'ils en parlent naturellement. Parce qu'en fait, c'est tellement compliqué de rencontrer un directeur d'hôpital, on ne les rencontre pas dans le métro comme ça, voilà, c'est compliqué de pénétrer ce marché-là. Ce qui a vraiment marché pour nous, c'était le bouche à oreille. Et on s'est rendu compte tout particulièrement dans ce marché-là qu'en fait, je sais pas, le directeur de Strasbourg n'est pas en concurrence avec le directeur de Bordeaux. Et donc en fait, et en plus, ils se voient tout le temps. Et du coup, je pense que c'est très très bien d'essayer de dire je fais un truc, mais je le fais super bien. Et après, si ça marche bien, en fait, tout le marché va le prendre. On a mis beaucoup de temps à signer les premiers clients et je pense parce qu'en fait on n'avait pas un environnement propice à l'innovation. C'est-à-dire qu'en gros on ne pouvait pas facilement tester nos produits en vraies conditions, etc. Et avoir finalement un environnement assez bienveillant pour que on puisse tester les solutions. Donc ça c'était compliqué pour nous et donc on a mis plus de 2 ans à signer le premier client. Donc autant dire que le temps est long quand on est start-up. Et après, du coup, ce qui a bien marché, c'est qu'on a essayé en fait de diminuer le coût du test le plus possible, pour qu'un nouveau prospect teste pour soit le moins coûteux possible, pour qu'après il puisse tester évidemment, valider la solution si ça marche. L'État a un rôle crucial et indispensable et indéniable, et donc je pense que toute la question c'est comment on articule l'action de l'État et l'action du marché concurrentiel. Et c'est cette frontière entre les deux qui, quand elle n'est pas claire, crée de la confusion, crée de la frustration. Et donc je pense que c'est hyper important d'avoir une doctrine claire sur ce que fait l'État, ce qu'il ne fait pas, et du coup ce qui est laissé à libre concurrence. Donc ça, je pense que c'est quelque chose, en tant qu'entrepreneur, j'ai souffert de cette manque de doctrine ou manque de cohérence ou de clarté, j'en souffre encore. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel collectivement on peut essayer de réfléchir. L'État, en tant que financeur final en fait, du système, a un rôle hyper important pour
donner les moyens de financer les innovations qui vont être multiples, multiformes, etc. Et donc ça, là encore, c'est un sujet qui est vaste et compliqué, mais je pense sur lequel il faut absolument qu'on travaille là encore ensemble, avec de l'agilité, de la bienveillance, pour on itère et qu'on aille vite et qu'on fasse des choses bien qui vont vraiment changer le système. Il y a peut-être différentes étapes. Il y a des phases de rencontres et de brainstorming peut-être assez intenses où on peut échanger à bâton rompu sur voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et donc finalement avoir cette accessibilité entre finalement les instances de l'État et l'écosystème des startups. Et puis après, il faut essayer de construire des systèmes qui vont être déployables en fait, à grande échelle. Parce qu'en fait, on sait bien que l'expérimentation c'est bien, mais ça n'a pas de valeur sauf si on arrive à le pérenniser et à le déployer à grande échelle. Donc en fait, il faut les deux, faut faire les deux un peu en parallèle. Si on pense notamment au numérique, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas rentrer dans les cases aujourd'hui. Donc effectivement, comment on évalue une innovation quelle qu'elle soit, et donc à partir du numérique, comment c'est financé, etc. Est-ce que c'est la création de nouveaux actes, quel est le chemin en fait qui permet aux acteurs du numérique ou start-up, aux innovateurs de manière générale en fait d'arriver sur le marché rapidement. Comment en fait on arrive à concevoir un écosystème d'acteurs complémentaires pour que chacun ne réinvente pas la roue tout le temps. C'est aussi ce qu'on essaie de faire dans le cadre du projet Hôtel-Dieu. Et donc ça, c'est hyper important pour que finalement l'écosystème soit plus innovant, parce que si chacun réinvente la roue en permanence, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, tout le monde va patiner. Donc voilà, il y a plein de sujets et je pense que il faut de la volonté, mais voilà, on en a tous autour de la table, de la conviction et de l'enthousiasme. Donc ensemble, on peut aller loin et faire de belles choses.